Bon, alors en fait, moi, mon affaire avec Lanskoï, c'est une affaire presque personnelle. Comme grâce à mon frère Jean-Claude, quand j'avais 17 ans, donc je crois que ça devait être en 65, ben, j'ai eu la chance de rencontrer André Lanskoï. Et j'ai aussi eu la chance de rencontrer Katia, donc Catherine Zoutchenko, qui est ici présente. Je mentionnerai toujours, parce que pour moi c'est indissociable. Il y a donc une sorte de triptyque, Jean-Claude et Valentine, Katia et Lanskoï. Voilà. Or c'est pas l'or, il n'y a pas d'or, voilà. Et donc moi j'ai été très très séduit par ce personnage, vous avez vu, hein. Vous avez vu des images de lui. Et puis par la beauté, la luxuriance de la couleur. Donc c'était l'époque 66, je me souviendrai très bien, parce que je crois que Valentine et Jean-Claude avaient fait une exposition de la Genèse dans leur appartement de la rue Saint-Sulpice. Et donc c'était donc, voilà, donc peut-être que je vais faire un petit rappel, voilà. Ça passe, hein. Voilà, et c'est aussi évidemment, ce qui m'a séduit aussi, c'était évidemment le fait qu'il s'intéresse à Gogol. Et qu'il s'intéresse, et Jean-Claude l'a rappelé aussi, à quelqu'un qui pour moi, qui avait 17 ans, était déjà très important, qui s'appelait Khliapnikov, excusez-moi de l'accent. Pas le même accent que mon frère, malheureusement. Vélimian Khliapnikov. Cet amour pour la langue, cet amour pour la langue russe, mais dans un état qui était déjà très avant-gardiste. Je crois que ça m'a séduit et je retrouvais ça quand j'avais en 17 ans dans ces collages, hein, ces aquarelles, ces gouaches que j'avais la chance de voir vraiment. Puis, bien sûr, je suis allé ensuite dans son atelier. Et c'était évidemment tout à fait autre chose. Mais enfin, je voulais dire que ça vient de là. Et au fond, c'est vrai que Lanskoï était un homme très sérieux. Vous avez vu que le fait que Nicolas de Staël l'appuie sur, enfin, le salue par, enfin je veux dire le touche d'une certaine manière, ça ne lui a pas du tout plu, même si après ça a disparu. Mais enfin bon, il y avait quand même bon il en imposait d'une certaine manière. Et ça, c'est quand même très important. Mais en même temps, il avait, et ça, c'est les paradoxes souvent des grands artistes, qui sont doubles. Et là, la duplique. Donc, il y avait cette rigueur qui lui venait peut-être de son aristocratie. Et puis, en même temps, il était d'une grande liberté, d'une grande générosité. Ça, on en a déjà parlé. Donc, ça créait une sorte de tension assez magnifique. Et il pouvait effectivement aimer des gens comme Gogol ou encore pire, Khliapnikov, quand même. Et ça reste toujours quelque chose d'inouï sur le plan de la littérature. Quelque chose qui est donc ça, c'est un détail évidemment de son illustration. Je ne sais pas comment l'appeler parce que c'est bien au-delà de l'illustration, en tout cas de son commentaire pictural du journal d'un fou de Gogol. Voilà. Alors, je me suis amusé parce que la grande affaire de Lanskoï, c'était whisky ou vodka. Ça a été rappelé par beaucoup de gens. Cette sorte de choses. Et je crois que vraiment voilà, whisky ou vodka. Et donc moi je me suis dit, oui, whisky ou vodka, cette idée encore une fois, de duplicité, cette duplicité, ce rapport paradoxal et contradictoire, on le retrouve évidemment dans l'affaire Lanskoï, on pourrait l'appeler comme ça, abstraction, figuration, art savant ou art primitif. Et moi, c'est ce qui me passionne, au fond, et c'est là où je pense qu'il est extrêmement moderne. C'est que peut-être il ne répond pas à cette question, mais il pose la question. Mais justement, à la différence peut-être d'un Nicolas de Staël, qui lui souffrait de cette interrogation.
Je pense que Lanskoi y est allé avec une sorte de grâce, il n'avait pas de problème avec ça. Et c'est peut-être ça qui les distingue. Il y en a un qui était très existentialiste, je dirais. Bah, c'est Nicolas de Staël, évidemment, c'est une figure dramatique. Et la figure de Lanskoi n'est pas du tout de ce côté-là. Il a réglé cette question avec, avec beaucoup de grâce et de... Et ça, c'est peut-être une contribution assez forte à l'époque. Alors évidemment, moi j'adore évidemment cette affaire de peinture primitiviste, je ne sais pas comment l'appeler, tout ça. Éric de Chassey a eu raison de dire que les mots, là, il va falloir un peu les travailler. Ça ne va pas, quoi. Enfin, je veux dire, on est sur des vieux mots encore, des vieilles catégories, des vieilles immatriculations de l'histoire de l'art, peut-être que... Bon, enfin, on a l'habitude de dire que c'est primitif, ou primitiviste, ou etc. Voilà. Mais ce qui, moi, me passionne, c'est qu'effectivement, le début de Lanskoi, il est celui-là. Voilà. Donc, on a là... donc le banquet, c'est tout ça, c'est vers 1925, la caserne, le café. Et alors ça, voilà, j'ai adoré ce tableau, j'adore ce tableau de Wilhelm Hood, qui est très très important, c'est un grand collectionneur allemand. Qui assiste à la naissance du cubisme, entre donc 1907 et 1910, qui se passionne pour le douanier Rousseau, qui organise sa première exposition, l'exposition du douanier Rousseau en 1909, et qui écrit sa première monographie en 1911, qui s'est marié, c'est un mariage arrangé avec Sonia Stern-Terk, Sonia Delaunay, qui a fait donc Lanskoi a fait aussi un tableau, mais je n'ai pas retrouvé le tableau de Sonia Delaunay, enfin Stern-Terk. Mais ce qui me passionne, c'est ce tableau. Alors vous voyez, Wilhelm Hood, en réalité, il était homosexuel. Ça se voit un peu dans la reproduction, dans le portrait que fait... il est incroyable ce portrait de Lanskoi. Et voilà, donc ça, je repars sur ce tableau incroyable de Lanskoi. C'est un tableau, donc, oui, un autoportrait. Évidemment, c'est très très relié à son amour aussi, l'amour commun qu'ils avaient avec Wilhelm Hood, avec le douanier Rousseau. Toi, tu parles évidemment de l'icône, mais quand même, on peut aussi parler de... Bien sûr, de Guillaume, pas de Guillaume Apollinaire, mais du douanier Rousseau. Et donc cette affaire, donc là, bon, on a déjà vu la famille Rose donc de 38-40, on voit que c'est quand même ça continue hein, de manière... Moi, ce qui m'a intéressé, évidemment, c'est ce rapport à Larionov. Bon, Jean-Claude en a parlé, et ça m'a fait penser, évidemment, à une phrase les phrases de Lanskoi sont magnifiques, hein. Et alors, ça renvoie à ce que j'ai envie de dire surtout ce que Lanskoi dit sur cette affaire de la figuration d'abstraction. Que l'on soit figuratif ou abstrait, il faut trouver son rythme. Chaque personne a son rythme. Je m'en suis aperçu chez un coiffeur, chez mon coiffeur. Ce qui est drôle parce qu'il n'avait pas de cheveux, mais quand même. Hein. La question du coiffeur. Là, je me suis dit, c'est drôle. Des souvenirs de jeunesse. Souvenirs de jeunesse. C'était là-bas. Il allait chez le barbier. Bah oui. Et bon, là, évidemment, quand on voit qu'en 1908, ça c'est l'Albertina de Vienne, faisait ça, et puis 2 ans après, ou 2 ou 3 ans après, il faisait ça, quoi. Ça, c'est quand même un choc. Hein. 1911, hein, je crois, hein, c'est ça. C'est quand même un choc. Un choc assez. Je comprends qu'on. Enfin, Larionov, pour moi, c'est quelque chose. C'est très, 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 très important. Bien sûr, Gamcharoua aussi. Donc, la question du primitivisme et de l'avant-garde, c'est une question qui est classique maintenant, enfin, ce qu'on appelle le primitivisme, donc. Hein. Et comment, effectivement, beaucoup d'artistes viennent, en fait, ont eu une approche
primitive, je ne sais pas comment dire. C'est pour ça que c'est compliqué les mots. Hein. Quand on parle d'art, c'est compliqué les mots, parce que tout de suite on... Enfin, en tout cas, il y a énormément d'artistes, je vous en montrerai quelques-uns, quelques autres, même beaucoup plus tardifs, qui ont eu ce même cheminement. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne, et je trouve qu'il y a vraiment il y a vraiment quelque chose à faire. On commence à creuser la question de l'art brut et l'art vraiment très contemporain, les connexions qui s'opèrent. Beaucoup d'artistes d'aujourd'hui sont obsédés par l'art brut. Mais c'est pas nouveau. Voilà. Bon, c'est pas nouveau. C'est, je pense, quelque chose du XXe siècle. C'est quelque chose vraiment de la modernité. La modernité, elle joue avec, elle a besoin d'avoir des sources, que ce soit des sources populaires de son propre pays. On pense bien sûr à la Russie qui a des sources populaires énormes, et que ce soit aussi le recours, évidemment, à l'ailleurs, au primitivisme, enfin, à l'art africain, à l'art chez les surréalistes, c'est quasiment tous les arts non occidentaux qui tout d'un coup sont objets d'intérêt. Donc il y a vraiment cette nécessité de se ressourcer dans des... de ressourcer l'art dans quelque chose qui est, je ne sais pas si c'est premier, maintenant on dit les arts premiers, pour quelque chose qui est au cœur, enfin qui ne dépend pas forcément des écoles, justement, des cursus, qui est véritablement dans l'idiosyncrasie, je ne sais pas comment on va dire. Hein, c'est un mot un peu... Hein, quelque chose comme ça, non? Alors là, évidemment, on a déjà montré cette production de ce passage, évidemment, important. On voit vraiment comment la peinture prend le dessus, commence à prendre le dessus sur le sujet. Donc ça, c'est le portrait d'homme de 38 et 40 qui est au musée de Villeneuve-d'Ascq. Alors là aussi, ça c'est une composition sur fond noir de 47 qui marque une rupture, mais ça on a déjà parlé. Donc là, je vais balayer quelques... Mais quand même ce qu'il dit, bon, je ne vais pas me répéter, mais ce qu'il dit sur l'abstrait et figuratif, bon, on le comprend, hein, c'est-à-dire que comme il dit abstrait et figuratif, ce ne sont que des mots, là encore, hein. Il ne faut pas peindre de l'abstrait ou du figuratif, il faut peindre un tableau. Ça, j'aime beaucoup cette simplicité avec laquelle, et quand on prend de la couleur sur la palette, elle n'est pas plus figurative ou plus abstraite. Dans la voie que je suis actuellement, il me semble que je suis aussi éloigné de l'abstrait que du figuratif. Je fais du non-figuratif d'après nature. J'aime beaucoup cette idée de non-figuratif d'après nature. Oui, c'est vraiment essentiel. Et donc voilà. Donc là, c'est vraiment des magnifiques élans pathétiques, 1949, hein, incroyable. Mascarade, donc on l'a déjà vu vers 1950, qui est au musée des... Non, est-ce que c'est Mascarade, ça oui, qui est au musée des Beaux-Arts de Lille. Alors j'aime beaucoup celui-ci, qui est oublié sous la neige, de 51. C'est le titre, le rapport entre le titre et ça a été mentionné un petit peu, mais là je crois que c'est impressionnant. Et puis bon, évidemment, alors les couleurs sont... Ah non, ça passe quand même. Hein. Composition rouge sur fond noir. Alors bon, la question de la couleur, je peux en parler à ma manière. La question du fond noir. Et moi, évidemment, la question du fond noir, hein, qui commence... Je n'ai pas de préférence pour aucune couleur, mais dans chacun de mes tableaux, il y en a toujours une qui passe en vedette. J'aime bien cette expression. Donc, alors, évidemment, Paolo Uccello, ça c'est vraiment, je crois, pour lui, la référence. Et pour moi, j'y vois évidemment une relation très forte. Bataille de San Romano, 1456. Et quand il dit, en André Lanskoï dit, le noir n'a pas de parenté avec le gris n'est qu'un état du noir. Le noir a plus de parenté avec n'importe quelle couleur intense qu'avec le gris, malgré que le gris provienne d'un mélange du noir avec une autre couleur. Donc faire du noir une couleur, ça c'est quelque chose dont on voit, bon, là aussi, partage ça avec Kandinsky, qui a
quelques chefs-d'œuvre comme ça sur fond noir. Mais je pense que la contribution de Lanskoi à la peinture sur fond noir, je ne sais pas comment l'appeler, est assez extraordinaire. C'est vrai que les couleurs chantent sur le noir. Bon, ce ne sont que des reproductions. Hein. La bataille de San Romano, donc de Uccello. La bataille, justement, la question de la bataille, la question de la lutte. Voilà un mot, voilà quelque chose que j'ai un peu vu dans les lignes, entre les lignes de son œuvre. Comment il considère la peinture comme un champ de bataille, précisément. Je crois qu'il n'a pas été peut-être assez mentionné souvent. Voilà, j'ai quelques phrases comme ça de Lanskoi qui vont dans ce sens-là. La main obéissante et laborieuse traversera le champ du papier, il tracera les premières conditions de la lutte. Une tâche posée sur une toile cherche à prendre forme et lutte avec les autres tâches posées sur la toile. L'aboutissement de cette lutte est la naissance du tableau. J'espère que mes couleurs provoqueront un incendie qui dépassera les exigences d'une allumette. Ça, c'est magnifique, ça. Dépassera les exigences d'une allumette. Alors, Jean-Claude, il a dans un texte, il n'en a pas parlé aujourd'hui, Jean-Claude, mon frère, Marcadet, il a bien mis en relation la peinture de Lanskoi avec la fameuse lettre du voyant de Rimbaud à Paul Démeny en 1871. Donc, le poète est vraiment voleur de feu, il est chargé de l'humanité des animaux même, il devra faire sentir, palper, ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme, si c'est informe, il donne de la forme, trouver une langue. Ça, c'est vrai que cette fameuse lettre du voyant de Rimbaud est une des clés, moi je trouve, voilà. Il y a quelque chose du voleur de feu chez Lanskoi, indéniablement, et il y a une ivresse. Parler de dimension dionysiaque, oui, elle existe, même si on peut la je vais sans doute mettre un petit oui, bien que la fameuse opposition nietzschéenne de l'apollinien et du dionysiaque soit une fausse opposition, parce que pour Nietzsche, elle n'existe pas. Et je pense qu'elle ne va pas non plus, mais on verra ça tout à l'heure, exister chez Lanskoi. En réalité, il est aussi bien apollinien, et c'est ça peut-être sa force, que dionysiaque. Mais enfin, ce qui est mis en avant d'une certaine manière, c'est la dimension d'ivresse, dimension dionysiaque. Quand il dit « j'ai apporté de mon pays du sang barbare », il joue là-dessus, en tout cas sur cette dimension-là. Et c'est vrai que les termes de la critique à l'époque, et je pense à la belle page de Jean Grenier, c'est fulgurance, exaltation, luxuriance, fièvre, explosion, jaillissement. Ça, c'est les termes qui sont employés par la critique quand devant les tableaux d'André Lanskoi. Alors moi j'aime beaucoup aussi les collages, ça m'a beaucoup marqué et je continue à trouver ça incroyablement génial. C'est des collages des années 50, 56. Je trouve que là, alors il faudrait avoir le temps de montrer, je ne pense pas qu'Aragon, qui a fait un très très beau texte sur les collages, parle de ceux de Lanskoi. Et donc du coup, je crois que il y a tout un travail à faire sur la contribution de Lanskoi à l'histoire du collage. Et ça, je crois que ça n'a pas cette affaire. Là, on revient, et ça, alors voilà, ça, je trouve ça incroyable. C'est une gouache. Ouais. Et alors, ça, c'est le titre que je trouve fou. Je ne sais plus, ça s'appelle. C'est un titre incroyable, mais je l'ai même loupé. C'est Théologie et. Et urbanisme, j'adore ce titre. Là, je ne sais pas, mais c'est théologie et urbanisme. C'est pour ça que je l'ai lu, parce que le titre est fou. Le tableau est magnifique. Hein. C'est pas ce qu'il donne en reproduction. Ouais, bon. Mais théologie et urbanisme, c'est magnifique. Ça veut dire que quand même, le Gogol, il est derrière, quand même, derrière le Lanskoi. Hein. Pas loin.
son côté sévère. Et donc voilà, on en revient à cette fameuse scène primitive de 1950. Donc Léo Castelli faisant une exposition chez Sidney Janis à New York. Là où je crois qu'il y a un Ad Reinhardt. Donc en tout cas, le pauvre Lanskoi, il est là-bas, hein, avec un Pollock à côté. Quand je dis le pauvre, je pense que, effectivement, le noir et blanc, la perspective atmosphérique nous fait... ça se ressemble beaucoup. Hein. Et moi j'ai lu des trucs, c'était le number 8, c'était nombre 8, mais alors vraiment ils l'ont mis dans l'autre sens, parce que moi le nombre 8, le number 8 de Jackson Pollock, je le vois comme ça. Mais là j'ai l'impression qu'ils l'ont mis comme ça. Je sais pas, peut-être qu'ils s'en foutaient. Hein. Je sais pas, mais c'est drôle. J'ai lu que c'était ça qui était présenté. En tout cas, ce qui est extraordinaire, quand on voit effectivement aussi, c'est... Il y a une famille, hein. C'est drôle. Alors moi, je me suis amusé, évidemment. Enfin, l'idée, c'était de continuer, non pas de continuer, mais de... Bon, ceci dit, là, c'était vraiment le début de la bataille. Hein, parce que là, la bataille, c'était une autre bataille entre les États-Unis et l'Europe, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu des histoires entre Soulages et Franz Klein, pour savoir qui c'est, qui copiait l'un ou l'autre. Il y a vraiment des dossiers. C'est récurrent hein, dans l'histoire de l'art moderne et même contemporain. Il y a des histoires entre Sol Lewitt et François Morellet, Stella et François Morellet. Il y a vraiment énormément de batailles entre l'Europe et les États-Unis. Mais c'est vrai que cette bataille est inaugurée dans cette exposition. C'est pour ça qu'elle est... Et Lanskoi est un des témoins de cette bataille. Alors lui, on ne dit pas qu'il copie Pollock le copie. Hein. On le met simplement en compte. C'est drôle, mais enfin, en tout cas, à la faveur de cette exposition incroyable, Lanskoi, en tout cas, et je pense que vous avez eu raison de dire que c'est... Donc c'est vrai que c'est le passage, sans doute, passage de la prééminence, évidemment, de l'art américain sur l'art européen, de cette exposition, d'une certaine manière. Ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un comme Marcel Brion, j'avais remarqué, qui essayé de voir en quoi Lanskoi était différent de Pollock quand même. C'est une énorme différence. Et je trouve que son texte est très beau. Texte de Marcel Brion sur... On retrouve cette vertu explosive chez Lanskoi, donc la même vertu explosive que dans l'expressionnisme abstrait américain, mais plus constructeur cependant, et c'est là, il y a l'aspect apollinien qui arrive, plus constructeur cependant et soucieux de subordonner la symphonie colorée à des sous-bassements rigoureusement structurés, dont l'œuvre achevée dissimule la netteté géométrique. Je pense que là, il a bien vu, Brion, toute l'affaire Lanskoi. On se tromperait si l'on voyait en Lanskoi un instinctif pur. Son instinct de la couleur n'est que le vêtement chatoyant d'une réflexion intellectuelle. Les deux inspirations s'associent en lui, celle qui procède du jaillissement émotif, qui ferait de lui un précurseur de l'art-action, et mieux encore un représentant de ce qu'Alfred Barr appelle l'expressionnisme abstrait. Lanskoi est un lyrique, un artiste qui aime la couleur pour elle-même, sensuellement, organiquement. Bon, ce texte est assez intéressant, même si, évidemment, il baptise la traction lyrique. Hein, quand il dit c'est un lyrique, bon, bien sûr. Mais il n'empêche que je trouve qu'il complexifie un peu ce qu'on a trop tendance à voir chez Lanskoi, quelqu'un qui est simplement un dionysiaque, et je crois qu'effectivement, il y a un soubassement, une forme, il y a une géométrie qui est derrière. C'est pour ça que tout ce que tu as fait, ce que vous avez fait très joli entre la tradition géométrique et la tradition, on pourrait dire, lyrique. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment des artistes qui mettent un peu le désordre dans ces catégories. Et je veux dire, les artistes sont là pour mettre le désordre, d'une certaine manière. Pas là pour mettre de l'ordre. Et donc, d'une certaine manière, je pense qu'il y a derrière ces fulgurances, derrière cette beauté, cette exubérance de la couleur, il y a de la forme, il y a de la structure, il y a de la pensée, il y a de la raison même. Il y a même de la raison. Donc, alors, je me suis amusé après. Alors là, maintenant, ça dégénère. Là, vraiment, ça va devenir dramatique. Je suis vraiment désolé. Donc, je me suis amusé de voir, évidemment, Jackson Pollock. Voilà, petit développement rapide de Pollock. Voilà.
Et je me suis amusé justement à voir des choses chez d'autres artistes. Et donc ce rapport entre primitivisme et chez Bram van Velde, par exemple. Ça, c'est voilà, un tableau de 1923. Bram van Velde. Et après, en 1959, voilà. Donc, je me suis dit, c'est pas, il y a une communauté comme ça, il y a une communauté d'artistes. Et je me suis dit, ça, j'ai envie peut-être de vous dire comme ça. Et alors, il y en a un autre qui est encore plus fou. Ça, vous savez ce que c'est? Ça, c'est Simon Antaille. Ça, c'est Antaille, les baigneuses en 49. Alors, évidemment, vous avez vu, il y a quelques éléments abstraits, quand même. C'est drôle. Et puis voilà. En 74. Et là, oui, non, ce qui est drôle, parce qu'on connaissait les trucs, c'est un peu surréaliste, mais c'est quand même, on pourrait dire primitif. Voilà. C'est ça il parle, encore un langage qui est quand même, je trouve ça très joli. Bon, vous allez me dire, il est hongrois, c'est un gars de l'Est, déjà, mais bon. Alors après, voilà, je me suis dit, peut-être qu'un quelqu'un qui serait un peu dans la lignée, ça serait quelqu'un comme Christian Bonnefoy. Je parle de quelqu'un d'aujourd'hui, voilà, Christian Bonnefoy. Bon, il aurait fallu que je trouve des meilleurs tableaux que ça pour montrer qu'il y avait un écho, comme une résonance de, voilà. Mais bon. Mais là, j'ai trouvé des trucs plus fous, peut-être. Hein. Des gens comme, ça c'est un Autrichien qui s'appelle Eimo Zobernik. Ça, c'est un tableau de 2014. On a l'impression que c'est fait dans les années 50. Hein. D'accord. C'est ça qui est drôle. Et là, évidemment, en 2014, il fait ça, et puis en 2015, il fait ça. Donc, vous voyez, ça maintenant, là, on pourrait dire, on est dans le postmodernisme, c'est-à-dire que tout va dans n'importe quel sens. Et c'est vrai que c'est drôle. C'est vrai que c'est drôle de voir que peut-être cette idée, cette idée de sens. Bon, d'ailleurs, il y a des textes de Landscoy qui dit qu'il y a. Enfin, je ne sais pas s'il le dit quasiment. Il dit que l'histoire. Enfin, il n'y a pas de sens dans il n'y a pas de sens de l'histoire. Au fond, il n'y a pas de progrès, voilà. C'est ce qu'il dit. Hein. Ça, c'est typiquement un artiste. Souvent, les artistes, ils répètent cette chose-là. On ne les écoute pas quand il n'y a pas de progrès. Ouais. Mais là, ce qui est drôle, évidemment, c'est que la situation, voilà, quelqu'un comme Eimo Zobernik, qui est un Autrichien, qui a, je sais pas, il a 60 ans maintenant. Et voilà, il fait un alternance et sans problème des choses. Et un autre qui est un Américain qui est incroyable, moi je trouve, c'est Larry Poons. Alors il fait ça en 59, par exemple, en 63, puis en 97, voilà ce qu'il fait, en 2007 et en 2017. Le chemin inverse. Voilà. Le retour. Voilà, c'est ça qui est... Voilà, donc c'était ça un peu que je voulais vous sensibiliser à cette idée qu'il n'y a pas de progrès et que Landscoy, il est peut-être formidablement bien situé dans cette, à sa manière, avec son langage à lui, mais dans une affaire qui est bien au-delà d'un problème formel ou voilà, ça c'est... fallait terminer sur lui. Et donc le peintre n'est pas seulement, dit Landscoy, le transmetteur de messages ou un prophète, mais aussi un faiseur de jolis objets. Alors on a beaucoup glosé avec raison sur la dimension spirituelle de la peinture de Landscoy, mais Landscoy avait conscience que la peinture c'est aussi trivialement, prosaïquement, un tableau, et en ce sens il est moderne, pour ne pas dire contemporain. Je vous remercie.